Alors, bienvenue à toutes et à tous et merci de votre participation à cette troisième rencontre de l'alimentation durable. Je suis Clément Chessou, responsable de programme alimentation durable à la Fondation Carasso. Et nous entamons ce matin la quatrième session de ce temps de rencontre. J'en profite pour remercier les partenaires de cet événement, l'INRAE, l'ADEME, la Banque des Territoires, AgroParisTech, ainsi que la chaire UNESCO Alimentation du Monde, avec qui nous avons co-organisé cette session. Je remercie également les agences Sense-Tribe et Relations d'utilité publique qui nous épaulent dans la facilitation et l'organisation de cette édition 100% numérique. Pour ceux qui ont suivi les premières sessions, vous pourrez constater que nous avons choisi à ce stade de passer dans un format complètement webinaire en anticipation des contraintes sanitaires probablement à venir. Je profite également de l'occasion pour remercier chaleureusement tous les intervenants qui seront avec nous ce matin, ainsi que les étudiants du master IPAD, qui est organisé donc par la chaire UNESCO, le master Innovation et politique pour une alimentation durable. Et je remercie également Maïlan Tran-Bernaud, qui assure la facilitation graphique ce matin, ainsi que Raphaël Mège, qui produit les synthèses que vous pouvez retrouver d'ores et déjà pour les sessions précédentes sur le site internet de l'événement, rencontre au pluriel-alimentation-durable. J'en profite également pour vous dire que les vidéos des premières sessions, qui étaient consacrées notamment à un retour d'expérience sur la crise que nous vivons, mais aussi au décryptage du plan France Relance pour les aspects qui concernent les transitions agricoles et alimentaires, et mardi dernier au lien entre reterritorialisation de l'alimentation et résilience. Toutes ces sessions sont disponibles en replay sur la chaîne YouTube de la Fondation Carasso et depuis le site internet. Donc, nous sommes maintenant bien engagés dans ces deuxièmes rencontres et dans le second temps de ces rencontres, qui est un temps d'échange et de réflexion visant à questionner les dynamiques qui traversent nos systèmes alimentaires, les mutations de nos systèmes alimentaires, mais aussi leurs orientations et leurs finalités. Ce temps vous permettra, suite à cette table ronde également, de découvrir des initiatives qui agissent concrètement sur le terrain. Alors, mardi dernier, on s'est demandé finalement comment produire pour pouvoir conjuguer à la fois une production écologique locale et qui permette de faire face aux crises que nous connaissons. Et on va ce matin se poser la question fondamentale de savoir pour qui on produit. La session de ce matin est donc consacrée à la justice sociale dans les systèmes alimentaires, un sujet malheureusement impératif aujourd'hui dans le contexte économique actuel, puisque les confinements et les destructions d'emplois que nous connaissons ont entraîné une explosion sans précédent de la précarité et du recours à l'aide alimentaire dans notre pays. Je vous donne quelques informations pratiques pour vous permettre de profiter pleinement de la session de ce matin. Tout d'abord, dans Zoom, pensez à vous renommer. Pour ça, il vous suffit d'ouvrir l'onglet des participants, de passer sur votre nom et vous trouverez l'option renommer. Ça permettra aux autres participants de vous identifier plus facilement et d'échanger avec vous. N'hésitez pas, pendant toute la session, dans le chat, à partager vos réflexions, à réagir aux propos de nos intervenants, à poser vos questions, à discuter entre vous, à partager des liens, des ressources qui vous semblent utiles. On essaiera de garder de la trace de tout ça. Marianne Sten, Katia Thiriard et Anne-Laure Romanet sont avec vous dans le chat pour faciliter les échanges et pour faire remonter vos questions aux intervenants. On vous invite aussi dès maintenant à vous présenter en quelques lignes. N'hésitez pas à mentionner vos projets, vos actions, les travaux que vous menez et à fournir aux autres participants tous les liens utiles pour pouvoir les retrouver et les suivre. Et enfin, avant de démarrer cette session, quelques outils qui sont à votre disposition pour, là encore, faciliter l'échange entre vous, parce que c'est aussi ça l'ADN des rencontres de l'alimentation durable, c'est avant tout pouvoir créer des liens entre les acteurs de la communauté de l'alimentation durable. Donc d'une part, le site internet
rencontre au pluriel-alimentation-durable, sur lequel vous retrouverez pour chaque session un certain nombre de ressources qui vous sont proposées par les intervenants, par les partenaires de l'événement, mais surtout qui seront à enrichir par vous-même. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des liens. Il y a un formulaire disponible directement sur le site pour pouvoir référencer toutes les ressources que vous souhaitez partager avec les autres participants. Vous avez reçu un lien par mail également permettant d'accéder à la liste des participants avec les contacts. Et merci encore à tous ceux qui ont accepté de les partager. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. On espère que ça permettra de créer des coopérations entre vous. Et vous retrouverez également sur le site les fiches correspondant à toutes les initiatives qui vous sont présentées dans les ateliers qui suivront notre table ronde. Je vous informe également qu'un groupe LinkedIn existe et donc il y a aujourd'hui plus de 700 personnes qui sont inscrites dessus. Donc n'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à partager vos actualités ou vos réflexions. Ce groupe est à votre disposition et bien sûr, comme je le disais, la discussion, le chat de ce matin dont on essaiera de garder la trace. Donc là aussi, n'hésitez pas à partager tout ce qui vous semble utile pour les autres participants. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Pauline Scherer, qui est sociologue, spécialiste des questions de citoyenneté et de justice sociale, et depuis de nombreuses années maintenant à l'interface entre la recherche et l'action de terrain, et qui nous fait le plaisir d'animer ce matin la table ronde. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, je vais introduire cette table ronde avec grand plaisir. Donc, la question du jour, effectivement, c'est d'interroger les inégalités sociales qui sont liées à l'alimentation. L'alimentation étant justement un marqueur assez fort de ces inégalités. La question qu'on pose, c'est aussi dans un contexte finalement où l'alimentation est devenue un enjeu politique important avec tout un mouvement de réappropriation qu'on nomme souvent de démocratie alimentaire, donc autour de modèles alternatifs de production, de transformation, de distribution et de consommation. Quand je dis alternatif, modèle alimentaire majoritaire industriel. Et en même temps qu'on assiste à ce mouvement de réappropriation de l'alimentation par les citoyens, on a aussi toute cette précarisation d'une grande part de la population, alors qui était déjà là avant la crise, mais qui s'accroît encore plus fortement aujourd'hui et qui pose des questions majeures de précarité alimentaire en termes d'accès aux denrées alimentaires, en termes de type d'accès en termes de type de produits, en termes de qualité, mais aussi en termes de socialisation, quand on sait que notre modèle alimentaire français repose sur ce manger ensemble et sur cette convivialité. Donc aujourd'hui, on va parler de justice sociale. Alors là, j'emprunterai les mots de la philosophe Nancy Fraser pour parler de justice sociale, qui articule bien deux dimensions dans ce qu'on met derrière ce terme. Effectivement, la question de la redistribution par rapport à des injustices qui sont économiques, mais aussi la question de la reconnaissance par rapport à des injustices qui sont plus symboliques, qui sont liées aux minorités, aux phénomènes d'exclusion, et qui sont très enchevêtrées les unes avec les autres. Et j'introduis de cette manière-là, parce qu'on va aussi beaucoup parler de ça aujourd'hui, de dignité, de citoyenneté, et finalement de la dimension politique qu'on peut mettre derrière ces questions d'accès à l'alimentation. Donc, on est vraiment dans une approche à la fois de l'alimentation, mais aussi de la précarité, qui conjugue ces dimensions économiques, sociales, politiques, environnementales. Aujourd'hui, la réponse majoritaire à la précarité alimentaire, c'est l'aide alimentaire, un dispositif d'urgence qui est devenu structurel dans notre société et qui continue dont on continue d'avoir besoin de plus en plus aujourd'hui. Mais en parallèle, en complément, en critique, parfois, se développent d'autres modalités d'accès pour tous, et notamment pour les plus précaires, des modes d'accès à l'alimentation qui prennent des formes diverses et variées, dont on va reparler tout à l'heure. Et puis, on assiste aussi, et ça vous le verrez dans les ateliers après, à des réflexions qui amènent des changements plus radicaux, notamment autour de la sécurité sociale de l'alimentation.
Donc, on va partir un peu de cette histoire de l'aide alimentaire, donc avec Maëlys Aurélou et Marie-May, donc étudiantes au sein du Master IPAD, qui ont préparé pour nous donc une petite rétrospective historique de l'aide alimentaire et en même temps une présentation des questions qui se posent aujourd'hui autour de ce dispositif et qui introduira la suite de notre table ronde. Donc, je vous passe la parole, Maëlys et Marie. Bonjour à tous et merci à Pauline pour l'introduction. Je vais donc vous présenter une brève synthèse de l'évolution et des dynamiques qui ont marqué l'histoire de l'aide alimentaire en France. Donc, le lendemain de la Seconde Guerre mondiale est marqué par une grande insécurité alimentaire des populations françaises et européennes et par l'apparition de nouveaux acteurs caritatifs tels que le Secours populaire, le Secours catholique ou les Petits Frères des pauvres. C'est dans ce contexte que la Communauté économique européenne est créée lors du traité de Rome de 1957. Et c'est à cette même date que la PAC, la politique agricole commune, est élaborée puis mise en place en 1962. La PAC avait pour objectif de garantir la sécurité alimentaire des Européens en fournissant des produits alimentaires à bas prix, tout en accroissant la productivité de l'agriculture européenne. À partir des années 70-80, la France ne souffre plus de pénurie alimentaire, mais une prise de conscience émerge au sein de la société sur l'existence d'une précarité économique, immobilière et alimentaire d'une partie de sa population en marge du succès des 30 Glorieuses illustrées par la notion de quart-monde. L'État-providence français s'était jusqu'alors reposé en grande partie sur le secteur associatif caritatif pour répondre aux besoins de ces populations précaires. Cependant, c'est dans ce contexte de forte médiatisation de la question de la pauvreté que le premier programme de lutte contre la pauvreté et la précarité est mis en place en 1984. C'est à la suite de ce programme et sous l'impulsion des Restos du Cœur créés par Coluche en 1985 qu'un processus de centralisation des achats de denrées est organisé. En 1989, la loi Coluche est votée, permettant aux donateurs des associations de lutte contre la pauvreté de bénéficier d'une réduction d'impôts. À l'échelle européenne, le PEAD, le Programme européen d'aide aux plus démunis, est créé en 1987. Ce programme a permis de mettre à disposition les stocks d'intervention de la PAC afin de troquer ces surplus de matières premières en produits transformés via des appels d'offres. Ces produits sont par la suite distribués aux familles dans le besoin via des organisations caritatives désignées par les États membres. Suite à la réforme de la PAC de 1992, qui corrige les excès de production, les stocks d'intervention se réduisent. Le PEAD doit donc être modifié afin de rendre possible l'achat de denrées alimentaires sur le marché au travers de la mise en place d'enveloppes budgétaires allouées aux États membres. En 2004, en France, le PNAA, le Programme national d'aide alimentaire, est créé afin de rendre possible l'achat de denrées supplémentaires qui ne sont pas pourvues par le PEAD. C'est le cas des produits frais comme les fruits, légumes, produits carnés et poissons. En 2011, le PEAD est accusé d'entrave au marché par un groupe d'États membres portés par l'Allemagne. À la suite de cette critique, le PEAD est remplacé par le FEAD, le Fonds européen d'aide aux plus démunis, en 2014, qui, en plus de financer une aide alimentaire, procure des mesures d'accompagnement social afin d'aider les personnes précaires à sortir de la pauvreté. Avec la refonte du PEAD en FEAD, la France a dû trouver des financements complémentaires et a fait donc le choix de coupler le maintien de l'aide alimentaire avec celle de la lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est au travers de cette volonté que la loi Garot de 2016 et la loi Egalim de 2018 sont votées. Ces lois incitent les acteurs de l'offre alimentaire, magasins de grande distribution et restauration collective, d'organiser le transfert de leurs produits invendus vers les associations caritatives pouvant les distribuer aux familles dans le besoin. Maëlys va maintenant vous présenter les enjeux d'aide alimentaire d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, l'aide alimentaire en France, c'est 5,5 millions de bénéficiaires et plus de 300 000 tonnes de denrées distribuées en 2018. Donc ça, c'était donc en 2018 et le recours à l'aide alimentaire, il l'augmente, notamment dans un contexte de crise comme aujourd'hui. Cependant, des questionnements traversent le dispositif. Donc tout d'abord, se posent des enjeux de qualité et de santé. Les personnes ayant recours à l'aide alimentaire consomment moins de produits frais, notamment de fruits et légumes, et sont plus sujets aux maladies chroniques comme le surpoids et l'obésité que la population générale. En effet, les dons sont imprévisibles, ce qui ne permet pas toujours d'anticiper et de gérer la qualité, notamment la qualité nutritionnelle des denrées qui sont distribuées. De plus, en associant l'aide alimentaire à la lutte contre le gaspillage, la quantité des denrées reçues par l'aide alimentaire depuis la loi Garot a augmenté, mais leur qualité s'est détériorée. Enfin, les injonctions nutritionnelles accentuent le sentiment de culpabilité des personnes qui, dans ce contexte, ne peuvent pas toujours s'alimenter comme elles le souhaiteraient.
Donc, ça nous mène à un deuxième enjeu qui est celui de la dignité, de la reconnaissance et de la citoyenneté des personnes. Le recours à l'aide alimentaire augmente, que ce soit en nombre de personnes, comme on l'a dit, mais aussi en type de personnes. Cependant, le dispositif rend difficile la prise en compte des spécificités de chacun, des besoins, des envies de chaque personne, que ce soit en termes de culture, de religion, encore de santé. L'aide alimentaire, par nature, est une forme d'assistance et les personnes qui y ont recours bénéficient d'un pouvoir d'agir limité. Il y a donc un enjeu d'émancipation qui est aujourd'hui discuté. Ces questions reviennent à réfléchir au droit à l'alimentation et donc à politiser le sujet de l'accès à l'alimentation pour tous. Enfin, il se pose la question de la durabilité du modèle. Le dispositif d'aide alimentaire est imbriqué dans le système agro-industriel dont la durabilité est aujourd'hui remise en cause et il est dépendant du soutien de l'État, notamment au travers de la défiscalisation des dons. Donc finalement, il y a des nouvelles pistes qui sont discutées et explorées pour répondre à ces différents questionnements. C'est le cas des chèques alimentaires, inspirés des food stamps américains et qui ont été proposés à la Convention citoyenne pour le climat. Une autre voie, c'est celle des nouvelles formes de solidarité qui essaiment un peu partout sur le territoire sous la forme de groupements d'achat ou de tiers-lieux alimentaires. Et enfin, des voix s'élèvent pour réclamer un changement de logique et passer à un droit universel à l'alimentation sous la forme d'une sécurité sociale de l'alimentation. Merci à tous pour votre attention et on tient aussi à remercier Joséphine et Axel de notre promotion qui nous ont aussi aidés à préparer cette introduction. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation qui nous permet de rentrer un peu dans le sujet de l'aide alimentaire et en même temps d'ouvrir aussi la voie à d'autres questionnements et à d'autres types de réponses à ces problématiques de précarité alimentaire et au sens un peu plus large d'accès à l'alimentation pour toutes et pour tous. Je fais un rapide lien avec les webinaires qui ont eu lieu en novembre-décembre, organisés par la Fondation Carasso, justement autour du droit à l'alimentation. Donc, on a eu 2 sessions spécifiques sur ces questions-là, qui ont justement posé cette question de savoir comment on peut articuler un mouvement de démocratie alimentaire, de réappropriation, etc., à ces enjeux de justice sociale et donc de réponse aux inégalités d'accès à l'alimentation. On a vu dans ces webinaires, on a pu entendre des projets collectifs. Donc, effectivement, Maëlys vient d'en parler un peu, d'épiceries, de quartiers qui s'adressent à l'ensemble des habitants, des modalités d'accès différentes, des groupements d'achat solidaires qui travaillent avec des producteurs sur aussi un accès de tous à cette alimentation locale plus qualitative, des projets de jardins, d'autoproduction autour de la transformation, de conserverie. C'est ces lieux de proximité qui émergent parfois sous le nom de tiers-lieux alimentaires ou tiers-lieux dédiés à l'alimentation et qui ont aussi cette approche autour de la cuisine collective comme vecteur fort d'intégration et de rencontres et possiblement de transformation des pratiques alimentaires. On avait eu l'exemple aussi dans ces webinaires des centres alimentaires communautaires au Québec qui avait été aussi particulièrement parlant dans leur développement. Je crois que c'est un centre alimentaire communautaire pour 6 000 habitants, ce qui est quand même pas rien. Voilà. Et puis, on avait interrogé dans ces séminaires aussi le changement d'échelle, c'est-à-dire comment on passe de l'expérience collective, de proximité, de quartier, à un impact et à une transformation plus structurelle des systèmes alimentaires, notamment dans cette dimension d'inclusion, de solidarité et de prise en compte des questions de précarité et que l'alimentation ne devienne pas encore un marqueur d'inégalité de plus sur l'accès à cette alimentation plus qualitative et plus saine. Et on avait aussi abordé la question de la sécurité sociale de l'alimentation. Donc aujourd'hui, on va se concentrer particulièrement sur ces questions de dignité, de citoyenneté et donc sur ces enjeux de participation des personnes, notamment les personnes les plus vulnérables, à ces dispositifs de solidarité et voire plus d'accès à l'alimentation. Donc, on va s'attarder un peu sur cette dimension politique finalement à la fois de l'alimentation et de la précarité. Dimension politique au sens où on entend souvent parler des sans-voix quand on parle des personnes en situation de précarité, donc des personnes qui n'auraient pas voix au chapitre, c'est-à-dire et puis surtout à cette écoute par rapport à leurs besoins, à leurs aspirations, et qui seraient parfois plutôt perçus comme des récepteurs passifs d'une aide. Donc, c'est bien ça qu'on va essayer peut-être d'aborder, mais à travers des exemples très concrets de dispositifs d'accès à l'alimentation. Et donc, on
on questionne cet enjeu de participation, sachant que la participation, c'est toujours une pente un peu glissante entre deux visions ou deux approches qui seraient contradictoires, puisque on a, et ça, je pense que Cathy Bousquet peut-être nous en parlera, on a aussi une injonction aujourd'hui à s'activer, à participer quand on est en situation de précarité, à être autonome, à être responsable de soi-même, donc dans une approche finalement très individualisante. Et au contraire, on est là plutôt sur une approche de la participation par rapport à cette idée de démocratie sociale, que chacun puisse prendre part finalement à la société, exprimer ses besoins et ses attentes, et puis de dire que des problèmes collectifs et qu'on doit leur apporter certainement des solutions plus collectives. Et donc, derrière cette approche-là, c'est l'idée, comme on dit, de la transformation sociale, de faire évoluer la société, de faire évoluer sa structure et de lutter quand même contre les causes des inégalités et pas seulement contre les conséquences. Voilà, donc on a la chance donc d'avoir aujourd'hui Hélène Tavera, qui est donc cofondatrice du collectif 4C dans le 18e arrondissement de Paris, Laurent Seu, qui est responsable du programme Ensemble, bien vivre et bien manger du Secours catholique, et puis Cathy Bousquet, qui est sociologue du travail social et membre du CODEV Pays Cœur d'Hérault, qui développe un PAT, un plan alimentaire de territoire. Donc, on a la chance de pouvoir avoir des récits d'expérience et des réflexions qui se situent à différentes échelles, à la fois à l'échelle de l'action collective, de terrain, de proximité. À la fois, on pourra aussi avoir, je pense, une réflexion sur la participation en termes de gouvernance, de prise de décision, et puis à l'échelle de l'action des politiques publiques. On va essayer de balayer tout ça, on va faire ce qu'on pourra dans le temps qui nous est imparti. Mais tout de suite, donc, je passe la parole à Hélène Tavera, qui va nous parler du collectif 4C. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de nous avoir invités sur ce plateau. On est très impressionnés, nous, de nos petites gouttes d'or, là, de participer à ces rencontres. Pour vous parler du collectif que nous avons créé, il est vraiment, c'était un tout petit collectif d'habitants d'abord, qui s'est rencontré juste par le biais des écoles. C'est grâce souvent aux écoles qu'on se socialise, on se sociabilise aussi. Et du coup, il faut savoir que la Goutte d'Or, pour un peu recontextualiser le quartier, c'est un quartier politique de la ville. Donc, un quartier politique de la ville, c'est un quartier défavorisé et qui concentre toutes les inégalités. Donc, parti de ces constats, nous, le collectif, on a déjà pas mal vécu de luttes aussi dans le quartier sur d'autres injustices, autres que l'injustice alimentaire, mais en tout cas sur le cadre de vie, enfin différentes injustices, en tout cas même liées à la personne, aux situations d'exil que nous rencontrons beaucoup dans le quartier. Et c'est vrai que nous avons un tissu associatif extrêmement dense, comparé à d'autres quartiers. Mais il y en a d'autres comme ça qui sont assez émaillés, mais en tout cas, le territoire de la Goutte d'Or est un tout petit quartier et densément peuplé. Et du coup, nous, notre expérience de collectif, c'est qu'on a commencé à faire des actions sur l'espace public, en tout cas, c'était vraiment cette synergie-là humaine, elle s'était dirigée sur un lieu pour répondre effectivement à des problématiques que nos voisins et habitants du quartier rencontraient. Donc, on est allé les rencontrer. Nous, on a participé à différentes concertations citoyennes que la mairie du 18e organisait, notamment avant l'élaboration du projet de territoire. Du coup, il y avait quelques habitants qui y assistaient, dont nous, et on a écouté un peu ce qui se faisait et ce qui manquait. Et après, en même temps, on a effectivement commencé à faire à animer des soupes participatives qu'on appelle les soupes aux cailloux chez nous. C'est comme ça qu'on s'est fait un peu, qu'on a été un petit peu connus dans le quartier de la Goutte d'Or. On travaillait le don contre don pour nous permettre de effectivement aller au plus près des habitants et de recueillir ce qu'ils attendaient d'un lieu ouvert à tous.
Et très vite, la cuisine, et c'est vrai que nous l'avons initié en faisant des soupes participatives. C'est-à-dire que l'idée, c'est que les gens apportaient un légume et recevaient un bol de soupe. On faisait la soupe ensemble. C'est tiré d'un conte un peu ancestral qu'on retrouve dans différentes civilisations. Et donc, c'est vrai qu'on s'est fait connaître comme ça, et puis par d'autres animations et d'autres actions de lutte dans le quartier. Et quand on a pu ouvrir, on a pu ouvrir ce lieu, c'est vrai que on a profité du budget participatif de la ville de Paris, et on a tenté 3 fois, et à la 3e fois, on a été plébiscité. Il fallait vraiment mener campagne et puis, convaincre aussi à l'époque, parce que le collectif s'est vraiment créé en association et en collégial en 2015, c'était très compliqué. Ils ont de plus en plus l'habitude, mais en tout cas, à chaque fois, on nous retoquait en disant: «Mais non, une collégiale, c'est compliqué à chaque fois». Nous, on voulait vraiment que cette démocratie, elle s'exprime aussi dans notre représentation. Et du coup, de fil en aiguille, et ben, on a réussi à sortir de terre. On a eu une super subvention puisqu'on a été plébiscité pour sortir le quartier libre. Quartier libre a été inauguré donc en 2019, et l'objectif, c'était vraiment pour nous, de pouvoir aider, en créant la cuisine des habitants. Alors, cette notion d'habitant, elle est très chère on tient vraiment à cette notion d'habitant. C'est aussi, ça questionne pour nous aussi, le fait d'habiter quelque part. C'est quoi habiter? En tout cas, c'est vrai que nous, ça nous pose toujours problème, la notion de bénéficiaire, tout ça. On a vraiment, hem, trituré un petit peu comment on allait nous appeler. Du coup, la cuisine des habitants, c'était bien pour, représenter qu'on ait l'idée de se dire qu'on est des habitants du monde. Habiter, c'est aussi habiter quelque part. Donc, on habite, et comment on habite quartier libre. Et du coup, cette participation, c'est vrai que chez nous, c'est très fort. On s'était dit, d'emblée, que si, on se retrouvait entre nous, on arrêterait. C'est-à-dire que c'était vraiment le challenge de dire qu'il fallait que je me retrouve pas qu'avec mes amis, parce que ça, on savait faire. Et du coup, le fait de continuer à faire des expériences, des animations sur l'espace public, de se faire connaître, et de continuer à porter la voix de ce tiers-lieu qu'on voulait, hem, habité par, les habitants de la Goutte d'Or et des Parisiens, et ben, c'était de se dire: «On va faire des cuisines», et on a développé 2 cuisines. Une cuisine pro, on a enfoncé le clou, disant que la convivialité, on savait que ça allait fédérer pour différentes, on sait que ça marche en tout cas comme vecteur de sociabilité, et la cuisine des habitants, qui permet donc à des personnes qui seraient mal occupées ou qui n'auraient pas de cuisine, de venir cuisiner. Donc, aujourd'hui, les gens, sont pas mal orientés par, aussi le bouche à oreille. Nous, c'est notre travail aussi j'ai envie de dire, à tous à chacun. C'est-à-dire qu'au sein du collectif 4C, aujourd'hui, tout le monde porte le discours d'un réseau d'entraide, en fait. C'est vraiment ce qu'on a voulu faire à Quartier Libre, c'est vraiment développer, on va pas dire une communauté parce qu'on va rentrer dans le communautaire, mais un réseau d'entraide, entre pairs. Ça, c'était très fort pour que, il y ait, aussi une autre parole, autre que, parce on est très bien dotés aussi quand même. Il y a beaucoup d'associations, hein, qui prennent en charge, qui font de la prise en charge sociale. Mais nous, on s'est dit qu'on allait enfin, comment dire? Articuler cette, prise en charge sociale différemment, en fait, de notre point de vue. Et donc de notre point de vue, ça voulait dire, trouver, des moyens, qui soient pour faire sortir les gens déjà de l'aide alimentaire, qui soit pas que, parce qu'il y a effectivement, les gens que l'on côtoie ont beaucoup recours à l'aide alimentaire et viennent les cuisiner à quartier libre. Mais l'idée, c'est que, on puisse les faire évoluer, leur présenter d'autres choses, et surtout, qu'on puisse les rendre autonomes. C'est bien aussi, ce qu'on espère en bout de chaîne, de leur rendre leur choix alimentaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'injonction à quartier libre. Quartier libre, c'était vraiment, on a mis longtemps aussi à trouver le nom. C'est un peu militaire, mais bon, c'est ce qu'on a trouvé. On n'a pas trouvé mieux. Mais c'était vraiment se dire que quand on arrive, pour nous, c'était très important d'accueillir les gens d'abord, d'accueillir, les gens comme ils sont,
et avec ce qu'ils ont. Et, et du coup, le travail que l'on a à Quartier Libre, c'est aussi de se dire que ben, tout le monde peut devenir accueillant, en fait. C'est à la portée de tout à chacun. C'est-à-dire que les personnes qui viennent aussi faire la cuisine à Quartier Libre, qui sont par exemple en situation d'hébergement d'urgence, eh ben, elles font comme moi, elles accueillent les autres en fait aussi. C'est-à-dire l'idée, c'est qu'on transmette aussi très bien aussi la manière de fonctionner à Quartier Libre. Il faut qu'ils le possèdent. C'est vrai, ça met du temps. On a convaincu les gens qui nous soutiennent, notamment à la ville, qui sont nos premiers financeurs, par exemple, qu'on ne serait pas dans la logique du chiffre, que nous, ce qui comptait pour nous, c'est de tisser des liens et de pouvoir suivre les gens au long cours. Et je pense que c'est un peu entendu, et puis de ce que je peux entendre et écouter dans les différentes séminaires et colloques que vous organisez, je pense que c'est aussi dans cette voie qu'on sortira, en tout cas, de cette solidarité. Et aujourd'hui, cette participation, c'est clair que, par exemple, les gens, quand ils viennent à Quartier Libre, ils peuvent, comme nous, en fait, on leur explique effectivement que ce lieu n'existera que s'ils le font vivre, en fait. Nous n'avons aucune programmation. Nous accueillons les initiatives citoyennes quand s'il y en a. S'il n'y en a pas, ben, des fois, on peut proposer effectivement des choses, notamment sur l'alimentation durable. On va essayer ça va être notre quote-part dans cette, j'allais dire, question-là, c'est de pouvoir vulgariser ces concepts. À ce propos, je profite aussi d'être là pour nous dire que nous avons besoin d'être épaulés, nous, associations, sur tout ce qui est cette thématique de l'alimentation durable, parce que c'est des concepts quand même difficiles à faire passer au public en situation de précarité. Ils ont d'autres problématiques que l'alimentation durable, eux aussi. Mais c'est vrai que nous, par le biais de cette cuisine des habitants, on arrive à leur proposer aussi à travailler plutôt sur la diversification. C'est-à-dire que nous, l'alimentation durable, on n'est pas à vouloir égrener tous les concepts et tous les segments de l'alimentation durable. Nous, ce qu'on voit déjà à notre petite échelle, c'est que déjà diversifier son alimentation, c'est déjà un grand pas. Baisser les portions carnées, c'est énorme sur un quartier comme le nôtre, puisque la viande est énormément consommée. C'est vraiment quelque chose qui revient dans toutes les assiettes. Alors, bien sûr, parfois, on voit bien que nous, on constate, on peut voir en direct ce que consomment les personnes en situation de vulnérabilité et de précarité. Et bien là, justement, c'est là qu'on intervient. Et notre entraide, elle intervient. C'est-à-dire que on peut proposer, on a un restaurant associatif, pardon, je n'ai pas oublié de vous en parler, mais bien justement, on arrive à faire goûter d'autres choses, à faire des pas de côté avec ces personnes-là. Du coup, elles peuvent venir manger au restaurant. Du coup, elles viennent aussi aider au restaurant. Elles participent, enfin, on n'aime pas trop le mot aider, nous, enfin bon, elles viennent participer à l'élaboration du restaurant quand c'est possible. Aujourd'hui, on ne peut pas faire restaurant, mais qu'on fait de la vente à emporter. Et pour nous, c'était l'occasion de garder du lien. Et c'est vrai que cette cuisine des habitants, aujourd'hui, elle a un peu de mal à se déployer à cause de la crise que l'on connaît. Les gens ont beaucoup de difficultés à se mouvoir. Enfin, je vais céder la parole parce que je crois que j'ai fait un peu le tour. Je ne vais pas te couper de manière abrupte, mais merci. On va s'arrêter pour l'instant pour transmettre la parole à Laurent Seu. Merci beaucoup. Je pense que ça a parfaitement introduit, illustré et donné corps un peu à ce sujet, voilà, de la justice sociale autour de l'alimentation, des questions de participation, de reconnaissance. Donc merci et on reviendra tout à l'heure. On pourra te réécouter à nouveau. Donc Laurent Seu, je te laisse la parole. À ton tour. Merci pour la parole. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, ce sujet-là du croisement entre les questions de justice sociale et d'alimentation est d'une contemporanéité et finalement urgence aussi, parce que
pour nous, en tout cas au Secours catholique, le fait qu'il puisse y avoir une forme d'aide, d'urgence, c'est quelque chose qui est ancien. Et en fait, notre positionnement depuis longtemps est de dire qu'il faut qu'on puisse être présent dans ces situations d'urgence-là. Mais par exemple, le positionnement de notre secrétaire général au milieu des années 80, c'est déjà de dire que dans le courant de notre activité, notre rôle, c'est d'être avec les personnes au plus proche du terrain, avec elles, et que c'était une question d'éthique que d'arriver à penser ensemble la manière dont on arrivait à répondre à nos besoins. Aujourd'hui, la situation, elle est quand même extrêmement préoccupante parce que Maëlys et Marie l'ont dit. En 2008, c'est 5,5 millions de personnes à l'aide alimentaire. Mais avant la première crise financière, c'était autour de 2 millions. Et maintenant, on parle de 8-10 millions de personnes qui sont à l'aide alimentaire, si on en croit les propos du ministre. Donc, si on considère qu'il y a aujourd'hui en France pratiquement 12% de la population qui est à l'aide alimentaire, on n'est pas dans une forme de réponse à une urgence dans un temps limité, on est dans une forme d'organisation et de sous-traitance d'une question majeure qui est la précarisation de notre société. Et ça, ça nous interroge très fortement en fait, par rapport à ce qui nous réunit sur des éléments assez simples. Si on prend la question de l'égalité, par exemple, et qu'on est sous le prisme de l'alimentation, on n'est pas tout à fait égaux quand on doit se déplacer et demander pour manger que quand on peut aller faire ses courses soi-même comme tout le monde. Je voulais citer une personne là, dans un groupe au Secours catholique qui dit « Je mens à mes enfants en disant que je paye pour aller chercher les colis ». Pour moi, ça traduit bien cette forme de difficulté. Ça pose la question de la reconnaissance, comme c'était évoqué, mais je trouve que c'est extrêmement violent en fait, que les personnes se retrouvent dans cette situation-là. Sur la question de la liberté, alors là, évidemment, quand on parle d'alimentation, on parlait de la liberté de choisir ce qu'on mange. Et effectivement, quand on est à l'aide alimentaire, on ne choisit pas. Et j'y reviendrai tout à l'heure, mais les exemples sont extrêmement importants de personnes qui se retrouvent voilà, je sais pas, avec des boîtes de sardines et pas de frais. Et, voilà. Et donc, en fait, il y a cette difficulté quand même extrêmement importante qui est durement ressentie. Et si je prends un dernier point, vous allez voir un triptyque connu de la fraternité. La fraternité, c'est celle de la convivialité, si importante et dont on reparlera aussi. Mais c'est la fraternité de base, déjà, en famille, avec ses enfants. Et on entend, nous, les difficultés et la honte pour les parents de ne pas pouvoir offrir aux enfants ce qu'ils voudraient, de ne pas pouvoir inviter la famille et les amis comme ils le voudraient. Et donc, il y a une question extrêmement forte de dignité. C'est la raison pour laquelle, pour le Secours catholique, la question de l'accès à l'alimentation, c'est au départ, en tout cas, même si ça ne résout pas l'ensemble du sujet, mais une question de revenus. Et donc, nous plaidons pour l'accès de tous à un revenu minimum sans contrepartie, avec une augmentation significative des minima sociaux à 50% du revenu médian. On l'a fait, par exemple, pendant la période de la crise Covid, premier confinement, on voyait en fait la situation arriver et on a plaidé, et avec d'autres, et obtenu que le gouvernement débloque une aide financière pour les personnes en précarité qui a été assez salvatrice à un certain endroit, ce qui n'a pas résolu tous les problèmes. On sait toutes les questions qu'il y a eu ensuite de mobilisation autour de l'aide alimentaire. Mais il y a cette question de revenus qui nous paraît assez centrale. Ça ne dit pas tout, effectivement, et il y a eu toute une histoire. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire du Secours catholique, ça va être un peu long, mais en tout cas, ce qui s'est traduit progressivement dans nos axes politiques, c'est de plus en plus d'être sur ces dimensions et de fraternité et de justice sociale et de le porter ensemble dans la diversité des acteurs, des parties prenantes du Secours catholique. Aujourd'hui, on plaide pour l'accès digne de toutes et tous à une alimentation de qualité. Quand on parle de cet accès digne, on entend
le fait qu'on puisse être dans la convivialité, dans un accueil chaleureux, le fait que ça soit un projet ouvert à toutes et à tous et qu'il ne soit pas stigmatisant, le fait d'être libre, de choisir son alimentation, qu'elle soit saine et équilibrée, de respecter les cultures et les habitudes alimentaires et de porter ensemble, de rechercher l'implication de tous dans ces projets-là et notamment les personnes en précarité. Je bois un petit coup parce que sinon je vais m'assécher. Ça nous paraît extrêmement important. Et le premier exemple sur la question de la participation, c'est qu'en fait, ces critères-là, ils ont été travaillés avec des groupes de personnes en précarité. Ils ont été travaillés aussi avec des partenaires et ils sont formalisés pour la première fois au Forum social mondial au Québec, avec aussi des partenaires du monde entier. Et voilà, ça nous paraît extrêmement important parce que il y a ce qu'on vit, il y a la situation en France, mais il y a cette dimension systémique du côté de la production et de la consommation, mais il y a aussi cette dimension globale qui fait que l'alimentation nous relie les uns avec les autres. Cette conviction forte est donc portée depuis quelques années. On la porte au Secours catholique, mais on la porte aussi avec des partenaires qui sont mobilisés sur ces sujets-là. Nous ont conduit effectivement très récemment à monter un programme qui soit assez large et qui ait l'ambition de contribuer effectivement à un changement social par rapport à ces questions d'alimentation, parce qu'il ne nous paraît pas acceptable de rester dans cet état-là. Autour des questions de dignité, de résilience de territoire, de pouvoir d'agir, avec tout un axe qui est en fait sur le soutien à tous les projets alternatifs à l'aide alimentaire. Et donc, c'est les épiceries ouvertes à tous, c'est les groupements d'achat avec les personnes, ce sont les jardins nourriciers, ça peut être les cuisines collectives. En fait, c'est l'ensemble de ce type de projet-là qui permet d'être ensemble et de vivre autrement son rapport à l'alimentation. Il y a tout un aspect de mobilisation dans les territoires, puisque tous ces projets se jouent effectivement dans les territoires, et on voit bien les difficultés, la crise l'a montré, cette question de résilience des territoires qui est un enjeu majeur, et on souhaite vraiment pouvoir agir et contribuer à des mobilisations dans les territoires, et on travaille assez fort ce sujet-là avec VRAC, Cocagne, UGES et le réseau CIVAM. Voilà, on souhaite pouvoir agir de cette façon-là, de telle façon qu'on ait des projets qui soient différents, qui permettent que tous puissent accéder à une alimentation, que dans les territoires, ça crée de la mobilisation avec ces groupes-là et avec les personnes en précarité pour essayer d'avancer ensemble, de prendre le sujet de la sensibilisation, parce que Hélène l'a dit, en fait, la compréhension de ce sujet-là, les représentations qu'il y a dans l'ensemble de la population de ces enjeux est en fait souvent assez faible, et donc on pense qu'on a un gros sujet là-dessus, et d'arriver à plaider pour qu'effectivement on aille vers des réformes structurelles, parce que nos petits projets, ils sont sympas, ils sont chouettes. Dans les territoires, on pense qu'on peut changer des choses, mais il y a vraiment besoin de changements structurels au niveau national et au niveau international. Donc c'est l'ambition là, de ce programme Ensemble, bien vivre, bien manger. Mais je ne veux pas être trop complètement théorique. Et donc, pour illustrer ça, j'ai choisi un exemple d'un projet qui s'est créé dans un village à côté de Pau, qui s'appelle Soumoulou. Et dans le village de Soumoulou, qu'est-ce qui se passait? Il y a une précarité grandissante dans un milieu très rural. Donc, une première réponse classique de l'équipe du Secours catholique qui était de distribuer des colis avec la banque alimentaire. Puis en quelques années, ils ont passé de 50 colis à 50, de 5 colis à 50. Donc, c'était un multiple de 10. Ils ont dit, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Les produits ne paraissaient pas toujours adaptés. Et donc, ils ont cherché. Et en fait, ce qu'ils ont posé comme cas d'école, c'est de dire, voilà, il faut qu'on dialogue avec les personnes en précarité. Et ils ont posé 3 questions. Et je dis ça parce que pour moi, c'est des questions qui sont assez majeures. Et quand on cherche à résoudre un problème, c'est assez important de se centrer sur les questions qu'on veut poser. Ils sont réunis avec les personnes qui venaient chercher les colis et ils ont dit, qu'avez-vous ressenti en franchissant les portes? Et les personnes ont répondu, en premier lieu, la honte. Ils ont posé une deuxième question
de dire, mais ce que vous mangez, est-ce que ça répond à vos besoins? Est-ce que ça couvre vos besoins alimentaires? Ils ont dit non. Les sardines, c'est dans cet exemple-là que je l'ai retrouvé. Et ils ont posé une question assez essentielle, c'est comment envisagez-vous l'avenir et de quoi rêvez-vous? Et cette dimension un peu du rêve et de se dire, en fait, on n'est pas cantonné dans une situation là, assigné à manger des colis, etc., de ne pas pouvoir choisir, de ne pas pouvoir être dans la liberté, de ne pas pouvoir être dans la fraternité. Aujourd'hui, il faut une petite dose de rêve pour y aller. Et avec les personnes, c'est très mobilisateur, la rage et la colère de l'autre côté, la colère et le rêve de l'autre côté. Donc, ils ont travaillé sur ces questions-là et progressivement, ils sont allés sur ces questions qu'Hélène évoquait, d'échange, d'entraide, et ils sont inspirés en fait du système des accorderies en disant voilà, qu'est-ce qu'on peut faire nous, comment ça peut être reconnu. Ils ont créé une petite monnaie locale, Uninat, et créé autour d'un projet de jardin collectif et de panier tout un petit écosystème pour ensemble bien vivre, bien manger. Et je trouve, évidemment, c'est une expérience qui paraît jolie comme ça, et c'est beaucoup plus compliqué en réalité, mais ça illustre bien une type d'évolution qu'on cherche. Voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a au sein du réseau Secours catholique, il y a aussi une soupe aux cailloux du côté de l'arrière. Justement, dans la Drôme, il y a une marmite, ouais, c'est ça. Ouais, la marmite. Merci beaucoup. Je pense que ça poursuit bien notre sujet. Donc, je passe la parole maintenant à Cathy Bousquet, qui va nous parler du Pays Cœur d'Hérault et puis aussi de ses recherches sur le travail social et les questions d'alimentation. Bonjour. Oui, alors, c'est très intéressant déjà d'entendre toutes les paroles précédentes. Donc, moi, je vais d'abord dire que je suis anciennement responsable de formation en travail social dans un IRTS et donc avec un axe recherche, principalement sur les interventions collectives. Mais depuis ma retraite toute récente, je poursuis donc mes activités comme sociologue du travail social et je suis investie, engagée dans ce que Pauline a nommé tout à l'heure, le CODEV Pays Cœur d'Hérault, c'est-à-dire le Conseil de développement du pays. Le Conseil de développement, c'est l'assemblée citoyenne qui est aux côtés des élus pour orienter, faire entendre la parole des habitants, voilà, et qui est constituée en association. Pour vous donner quand même une petite idée, ce Pays Cœur d'Hérault, c'est 77 communes, 3 intercommunalités, et c'est plutôt une dominante rurale avec 3 grands bourgs-centres. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans la question du Conseil de développement, c'est qu'il s'est autosaisi de la question de l'alimentation et qu'il l'a portée sur la place publique en organisant des états généraux de l'agriculture et de l'alimentation durable, et ce pendant 1 an et demi à peu près, jusqu'à aboutir donc à 2 jours de plénière en 2019, où il avait fait du travail accompagné par une équipe de recherche de l'INRA sur les groupes de pairs, donc les élus, les habitants, les producteurs, les transformateurs, voilà. Et tout ça a convergé sur 2 jours d'états généraux. Et moi, j'ai rencontré ce travail et cette dynamique à la fin de mon activité professionnelle, puisque à ce moment-là, je participais à une recherche-action qui était initiée par le réseau CIVAM, et là aussi appuyé par l'INRA. Cette recherche s'appelle Accessible, et c'était la question de rapprocher producteurs, la filière agricole, producteurs, et la filière sociale, pour voir effectivement comment, ensemble, on pouvait aborder la question de l'accès à l'alimentation pour tous. Et c'est là que, effectivement, moi, j'ai appris de cette recherche toute la perte de lien tout au long de la chaîne alimentaire. C'est-à-dire que les producteurs, pour une grande partie, connaissent plus les mangeurs connaissent pas les producteurs, et puis on peut faire ça sur toute la chaîne. Voilà. Donc, c'est forte un peu de ces expériences que, effectivement, moi, j'ai rejoint le CODEV dans cette implication citoyenne, et pour poursuivre
sur la transmission et puis des convictions autour de mes expériences passées. Donc, ce que je vais vous présenter, ou ce dont je vais parler maintenant, c'est effectivement comment moi je suis impliquée dans ce travail et comment ce territoire, j'ai envie de dire, il est en mouvement et comment moi j'apporte ma pierre dans ce mouvement sur une logique qui est vraiment issue de ce conseil de développement. Donc, peut-être rappeler, ça va croiser toutes les prises de parole qui ont déjà été dites, que du point de vue du travail social, moi, ce que je porte, ce que j'apporte en dynamique de transformation, c'est de dire que vis-à-vis de la précarité alimentaire, on a une difficulté qui a été rappelée dans l'historique, mais peut-être moi, je vais aller sur le côté de l'institutionnalisation de nos politiques et de leur construction. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des dates, on a des dispositifs, mais on a aussi une pensée. Et le problème de cette pensée, c'est que en France, et ça, quand les autres continents nous regardent, les autres pays nous regardent, ils nous le renvoient facilement, on a un héritage institutionnel lourd. Et donc, on a pu être fiers à un moment donné de la construction de l'aide alimentaire, mais la bouger, c'est pas facile, parce que les grands organismes ou la banque alimentaire, aujourd'hui, sont dans une justification, une légitimité de leurs interventions. Même si, et vous l'avez dit, les intervenants précédents, aujourd'hui, de plus en plus de voix s'élèvent, et aujourd'hui, ça fait déjà plus de 10 ans, sur l'indignité de ce système, la discrimination de ce système, ses inégalités. Voilà. Et donc, on a le même processus qui s'est fait du côté de l'action sociale, c'est-à-dire on a eu une institutionnalisation entre les fondatrices liées à l'installation de la Troisième République, la construction d'une égalité citoyenne et d'un partage des savoirs, c'est-à-dire à ce moment-là, on est fin du 19e, début du 20e, on est sur la découverte de ce que les sciences, les savoirs peuvent apporter à la population pour mieux vivre. Et les fondatrices du travail social, elles sont dans l'idée que ces savoirs-là, il faut que la population des quartiers puisse se l'approprier, en faire quelque chose pour leur mieux vivre à elles. Et elles veulent, alors ce n'est pas le terme qu'elles utilisent, elles ne disent pas co-construire, mais elles sont dans le respect des personnes et faire avec. Et tout ça, vous comprenez, on l'a perdu dans une institutionnalisation forcenée. Et moi, j'insiste là-dessus parce que quand on veut bouger les réponses aujourd'hui, on oublie que c'est tout notre système qui s'est construit et tout d'un coup, c'est les élus. Tout d'un coup, c'est un responsable de la fonction publique ou d'une haute administration. Tout d'un coup, c'est un dispositif. Voilà. Et donc, je pense que ce que moi je retiens et ce que je souligne comme point de départ de nos recherches, mais recherche scientifique et recherche action, hein, c'est qu'aujourd'hui, on est héritiers tous ensemble d'une action publique qui s'est construite comme une administration des besoins des populations sans leur participation. Et c'est donc tout le monde qui doit changer son système de pensée. On a besoin de se transformer mutuellement. Alors, évidemment, dans ça, moi, je me centre sur les professionnels du travail social et sur les habitants, la population, et pas dans une... alors, évidemment, on peut partir des personnes les plus précaires ou les personnes les plus fragiles, c'est pas forcément toujours les mêmes personnes concernées, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est ce que disait Hélène Tavera, c'est les habitants, c'est-à-dire c'est tous ensemble, parce que l'intérêt de la question alimentaire, c'est qu'on est tous concernés. Il n'y a pas des personnes qui pourraient se passer de manger. Et pour tout le monde, en France, là, à nouveau, grâce, ou par notre référence culturelle, se nourrir, l'acte culinaire ou la cuisine, ça parle à tout le monde. Voilà, ça fait partie d'une référence transversale, de qualité, de bien vivre. Et donc, entre guillemets, c'est un atout. C'est facile de se mélanger, de se réunir autour, effectivement, d'un bon plat ou d'une dégustation. Et c'est aussi particulièrement injuste de priver une partie de la population, et donc particulièrement inégale, de continuer à faire perdurer un système dans lequel tout le monde est englué. Donc, pour moi, l'urgence, c'est effectivement que l'ensemble des acteurs acceptent froidement, à distance,
d'ausculter ce système, de le déconstruire. Et l'échelon territorial, pour revenir sur ce que disait Pauline en termes d'échelle et tout ça, c'est un bon moyen, un bon lieu, quoi. Et peut-être que l'exemple de la commune Soumounouk, j'ai oublié le nom, vient bien le confirmer. Pour remettre en mouvement sur le territoire le diagnostic. Comment on construit le diagnostic, les avis. Et ce que je voudrais aussi dire, c'est que du coup, pour moi, ça va agrandir la démocratie. Pas que la démocratie alimentaire, mais on a peut-être aussi hérité en France que nous, on était en démocratie, qu'on était arrivés. Mais non, la démocratie, elle n'est pas achevée. Et surtout, elle est fortement inégalitaire dans sa construction, en tout cas dans ses aboutissements, parce qu'elle a un ancrage, on va dire, pour moi, qui est une source de déséquilibre, c'est l'objectif économique, aujourd'hui. Voilà. Ce qui n'était pas le point de départ de la démocratie sociale de la Troisième République. Hein. La démocratie sociale de la Troisième République, sur laquelle notre Constitution s'adosse encore, c'est l'égalité citoyenne. Et c'était comment est-ce qu'on va avoir des lois suffisamment bonnes pour réparer les inégalités inhérentes. Mais démocratie sociale, ça veut dire qu'on est tous vulnérables en tant qu'être humain, que personne n'est à l'abri d'une inégalité, d'une problématique. Et on le voit bien dans le côtoiement les uns des autres. Voilà. Et du coup, c'est ça qu'on a perdu de vue. Alors, moi, j'insiste sur un autre point, c'est que la solidarité, ce n'est pas un après-coup, c'est un avant-coup. C'est la solidarité, c'est la traduction concrète de liberté, égalité, fraternité. C'est ça qui s'est dit en politique. C'est ce que veut dire la solidarité politique. Et ça, il faut le remettre sur la table parce que dans la généalogie ou l'historique de l'aide alimentaire que nous ont présenté les étudiantes, on a vu un peu le système, mais on a construit un système d'après-coup et pas d'inclusion au départ. Or, moi j'insiste, et c'est les recherches que j'ai faites, vraiment, le fondement de la démocratie sociale, il s'est fait sur, j'appelle ça un avant-coup, c'est-à-dire comment on fait pour qu'on soit tous dans ce référentiel de la Révolution française qui est la liberté, l'égalité, la fraternité pour tous, et pas en séparant les trois. Et sauf qu'évidemment, ça s'est dilué, délité, notamment par un système culturel, planification, et puis une hiérarchie, des gens qui prétendent ou prétendaient savoir plus que d'autres. Aujourd'hui, on est quand même aussi dans des approches de la recherche scientifique, à la fois recherche au service, recherche citoyenne, recherche au service des questions citoyennes. Donc l'alimentation, c'est une question citoyenne. On est aussi dans le croisement des savoirs, c'est-à-dire qu'il y a bien une expertise des habitants sur qu'est-ce qu'ils ont envie d'avoir dans leurs assiettes. Alors, c'est vrai que c'est important d'expliquer peut-être des déséquilibres alimentaires et tout ça, mais si on est dans l'égalité citoyenne, on est d'abord dans écouter ce qui est important pour chacun avant de dire ce que l'autre fait mal ou bien, ou ce qu'un sachant ou un savant saurait sur la situation de telle ou telle personne. Voilà. Donc moi je crois qu'il faut renouer et que terminer sur la question que il y a aussi à revisiter l'intervention professionnelle, évidemment, parce que tout le monde n'est pas sur ses positionnements, ses postures, mais je sais qu'il y a plusieurs endroits où ça bouge et je pourrais parler donc peut-être du fonctionnement du Pays Cœur d'Hérault. Est-ce que j'ai encore 2 minutes ou est-ce que c'est dans la deuxième partie ? En fait, tu as un petit peu dépassé ton temps, mais c'est pas grave, on anticipe sur la suite. Est-ce que tu peux illustrer un petit peu par rapport à ce qui se passe sur le territoire Pays Cœur d'Hérault, sur tout ce que tu viens de nous dire, comment, concrètement, ça peut se mettre en place, à travers quel type de démarche ? Très rapidement. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on repart des États généraux. Et aux États généraux, il y a plusieurs questions phares qui sont sorties. La question de la diversification agricole, parce qu'on est sur un territoire avec, entre guillemets, un monopole ou une dominante de la viticulture. Et il y a besoin de réintroduire de l'agriculture nourricière. Voilà. Donc ça, grâce aux États généraux et
aux paroles citoyennes, les élus ont inscrit cette question à l'agenda politique. Donc ça, c'est fort. Et à partir de là, le schéma il y a eu une validation et une commande politique de revenir sur, d'aller chercher des moyens pour construire cette politique territoriale et l'animer. Et les 5 axes qui ont été retenus, c'est donc l'accès au foncier pour diversifier cette agriculture. L'autre axe, c'est développer et expérimenter des cultures en agroécologie et une gestion de l'eau, parce qu'on est dans un territoire sud, méditerranéen, avec là encore, du fait de l'historique, une prédominance de la gestion de l'eau du côté de la viticulture. Et comment on va partager l'eau? Comment on va construire un parlement de l'eau? Donc, il faut redistribuer les cartes là aussi. Le troisième axe, c'est l'accès à l'alimentation de qualité pour tous. Et là, c'est actualiser le diagnostic, l'état des lieux, mais avec les personnes, c'est-à-dire quelles sont les dynamiques locales qui existent, épicerie ou pas, marché de plein vent, enfin tous les circuits, et comment les personnes les utilisent. Qui a accès, qui n'a pas accès. Et ce partage de connaissances de cet état des lieux, le faire avec les habitants et le partager avec les élus. Parce que là aussi, il y a beaucoup de représentations, d'idées préconçues. Voilà. Et si on ne fait pas cet itinéraire ensemble, on ne va pas modifier, on va repartir sur des réponses connues d'avance. Et l'idée, c'est que dans cet axe-là, on puisse ensuite projeter de nouvelles réponses et sortir du système alimentaire tel qu'on en est tous hérités, tel que le Secours catholique a pu questionner tout à l'heure. Et le quatrième axe, c'est la coordination des acteurs sur la chaîne alimentaire. Donc là, c'est comment est-ce que, à l'échelle territoriale, mais aussi avec les territoires voisins, on va travailler sur la question de l'acheminement, des productions, de diversité des productions, de leur accessibilité géographique, logistique, et de leur transformation et de leur distribution. Voilà. Tout ça nous fait les 4 axes qui sont tous animés par un 5e axe qui est une gouvernance participative. C'est-à-dire que là, on essaye de construire, donc on se donne les moyens de réfléchir comment est-ce que sur un grand projet, bien sûr, on a besoin d'un pilotage central, entre guillemets, mais ce pilotage, il doit simplement être garant de cette orientation commune issue des États généraux, de la recherche de moyens. Alors, les moyens, c'est les moyens humains, ça peut être des techniciens, ça peut être des partenaires associatifs, ça peut être, c'est pas que des financements. Pour conduire ce programme à terme sur le territoire, transformer le système alimentaire local et par contre, être en articulation avec chaque axe où on veut être vigilant pour que l'ensemble des familles d'acteurs soient présentes. Les citoyens, la recherche, les producteurs, les élus, les services techniques, les associations collectives, enfin voilà. Donc, on essaye, on a bâti un système de gouvernance qui nous permet, on l'expérimente, c'est la première année, et on est soutenu dans cette mise en œuvre, effectivement, par un programme de la Fondation Carasso. Ok, merci beaucoup. Peut-être si on a du temps tout à l'heure, on essaiera de revenir sur la prise en compte de cette question de justice sociale dans ce que tu viens de nous présenter de manière peut-être un peu plus pointue, mais je vais repasser la parole à Hélène Tavera. Donc là, je vais faire un mix entre ce qu'on avait prévu et les questions qui arrivent des participants, parce que ça se rejoint, donc c'est la bonne nouvelle. Donc peut-être que tu puisses, Hélène, dire un petit peu les freins et les leviers pour les personnes, pour les habitants, les usagers autour de cette cuisine partagée, ce qui facilite ou ce qui freine leur implication, leur appropriation peut-être de cet outil, que tu rentres peut-être un petit peu dans le vécu et dans ce que ça peut générer. Il y avait une question aussi sur les autres besoins prioritaires qui peuvent être exprimés par les habitants, au-delà de la cuisine et de manger ensemble, de cuisiner ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres besoins qui sont exprimés? Et est-ce qu'ils se sentent entendus par d'autres organismes ou cherchent-ils aussi de l'aide auprès d'autres participants ou bénévoles? Voilà. Après, tu as le droit de répondre, tu as le droit de faire un choix. Et puis, une petite question de financement, l'élément déclencheur pour que le conseil municipal vote enfin votre subvention. Alors,
La participation. Alors, comment ça se traduit et les freins surtout qu'on a rencontrés, parce que c'est vrai qu'on a un peu de recul, pas beaucoup, mais un petit peu. Cette participation citoyenne, en fait, elle est longue à accoucher. En fait, on voit bien que c'est ça, ces concepts de gouvernance aussi horizontale et je le disais tout à l'heure, hein, de prendre en charge, en fait, d'avoir la responsabilité, d'avoir à s'occuper des autres aussi d'une certaine manière. Bah, c'est pas évident pour nous aussi au sein du quartier libre, même si on a pensé les choses et on s'est dit qu'il fallait qu'on accepte de pas que ça n'arrive pas vite. Donc c'est vraiment pour nous le temps, notre ami, et qu'il faut faire valoir. Nous, on sait qu'avec les personnes, tisser du lien, c'est long parce qu'elles sont d'abord, elles arrivent aussi, faut le comprendre, ces personnes qui sont en situation même de vulnérabilité. Hein, c'est pas que il faut savoir aussi, c'est pas que des personnes qui sont en situation d'hébergement d'urgence, hein, c'est aussi des étudiants, c'est aussi, il y a différents profils, hein, des gens qui peuvent. Alors ça aurait pu être moi en fait, hein, ceux qui viennent enfin, même avec la crise aujourd'hui alimentaire là qu'on subit dans le quartier, enfin partout en France en fait, et ben c'est aussi de s'adapter au profil qu'on a. Donc les freins, c'est aussi sur l'accueil. On voit bien que accueillir, en tout cas l'autre, c'est pas simple. C'est pas simple pour tout le monde. C'est pas simple de prendre le temps d'accueillir. Et donc, pour nous, ça, c'est aussi très important. Et puis, pour les personnes, elles ont besoin de temps aussi. Donc, il ne faut pas être pressé. Les gens, quand qui deviennent participants, ben, c'est long. En fait, on pensait que ça serait beaucoup plus rapide. Ben, en fait, c'est aussi long. Et on accepte ça. Donc, voilà. Et puis, les freins qu'on a rencontrés pour la participation citoyenne aussi, c'est aussi, même vis-à-vis des uns et des partenaires associatifs qu'on a maintenant, c'est sortir de cette frilosité d'agir, en fait. On est un peu assommé, tétanisé, on regarde toujours ce que fait l'autre et pas ce qu'on pourrait faire nous. Et du coup, on doit combattre ça tout le temps. Et même au niveau, même, je pense, des gens qui viennent aussi. Hein. C'est vrai que, en plus, la Covid est passée par là et ces sentiments comme si on était un peu battus, enfin, je sais pas, comme si on pouvait pas ramasser l'autre, aider l'autre, je sais pas, proposer quelque chose à l'autre. C'était difficile alors qu'on a un espace pour ça. Et, mais on tient bon. Enfin, les gens qui accueillent, en tout cas les habitants du quartier qui accueillent les personnes en situation de vulnérabilité et d'insécurité alimentaire, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que quand il y a du temps, ça se passe aussi en dehors de quartier libre. Et ça nous échappe. Et ça, pour nous, c'est tant mieux qu'il se passe aussi ailleurs des choses. Et c'est vrai que nous, on a un peu un problème là avec la Covid aussi aujourd'hui. Hein, c'est que les gens qui pouvaient participer, qui avaient plus de temps, aussi sont très démobilisés, démobilisés d'une certaine manière par faire ou ne pas faire. On ne sait plus comment agir vraiment, en fait. J'ai l'impression que ça a un peu troublé les esprits dans l'action. Et ça, je trouve que là, avec mes collègues environnants en ce moment, c'est ce que je dois vraiment lutter contre cette frilosité d'action. Je veux dire, quand on voit dans d'autres pays, on voit bien qu'ils sont bien plus dans la merde que nous, finalement, pardon de le dire, mais ils font ils sont aussi dans l'action. Et donc ça, il faut aussi pousser, et parce que si on a, nous, oui, toujours à être dans l'amorosité, effectivement, ça n'aide pas les autres, hein, concrètement. Donc ça, c'est aussi ça. Ok. Et du coup, sur ce que peuvent exprimer les personnes qui fréquentent la cuisine partagée, sur d'autres besoins, des attentes. Oui, alors c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a s'il y a une insécurité alimentaire, c'est qu'il y a une autre insécurité derrière, d'autres insécurités. Ça, c'est la prise en charge sociale. Nous, on n'est pas des travailleurs sociaux en soi, on est des habitants
Donc, on réoriente sur ces prises en charge sociales. Et c'est ce que je disais aussi, la pression aussi d'accueillir l'urgence des personnes qu'on rencontre. Donc, c'est aussi de prendre le temps, c'est aussi de faire le pas de côté et de se dire, bah, ouais, ici, on va voir comment on peut faire aussi. C'est vraiment de l'accueil pur et dur. Et du coup, de réorienter, c'est pour nous aussi de comprendre bien tous les systèmes d'aide, de prise en charge sociale. Mais nous, on a la chance vraiment d'être un petit territoire et on se connaît tous, donc les réorientations sont faciles. Donc, c'est vrai que du coup, il y a cette agilité-là. C'est vrai que sur un petit territoire, je pense que dans d'autres territoires, ça doit être plus simple parce que les distances sont plus longues. Je veux dire, accompagner quelqu'un, ça nous est facile à la Goutte d'Or, en fait, vers un autre service. Parce que vous avez tissé les liens qu'il faut pour ça. Voilà, c'est ça. C'est qu'effectivement, le tissu associatif, nous, on est vraiment du pur jus. Enfin, nous, on a grandi grâce à d'autres assos, en fait. On s'est développé grâce à ça. Et maintenant, la Goutte d'Or est même labellisée en fabrique de territoire. Donc, ça veut dire que ça, on est dans une logique de mutualisation et vraiment de coopération. En tout cas, c'est vraiment des dispositifs qui font que, par exemple, les personnes qu'on peut suivre, eh bien, elles ont, comme on a imaginé, un parcours en fait pour elles. Voilà. Ok. Et donc la petite question financement, qu'est-ce qui a motivé la ville à vous financer finalement? Je crois que c'est aussi le fait d'avoir mené campagne, nous, de notre côté. C'est aussi, on a fait campagne dans notre quartier et sur ce projet-là. Et d'être connu, identifié, c'est vrai que en fait, cette question sur l'alimentation, ça fait longtemps qu'on la traite. Ça date des années 2000, la précarité alimentaire, en fait, nous, qu'on s'attaque à ça avec les autres assos aussi, et qu'on a travaillé là-dessus, en fait, sur le quartier. Ok. Vous avez fait campagne. Très bien. Merci. Alors, Laurent, du coup, il y a des questions aussi pour toi. Alors déjà, une petite question, impact de la pandémie sur les personnes qui fréquentent les secours catholiques, le secours catholique. Est-ce que vous aussi, vous voyez arriver des nouveaux publics, des nouvelles personnes qui n'étaient pas là avant? Ensuite, une question sur quelles peuvent être les collaborations avec d'autres acteurs des solidarités alimentaires et avec d'autres acteurs des territoires d'action du secours catholique, les producteurs, les acteurs de la santé. Voilà. Est-ce qu'il y a des exemples peut-être de travail en commun sur certains territoires entre différents types d'acteurs? Et puis, une question, ils sont bien en éveil là. Quelle approche du secours catholique sur les enjeux d'autonomisation? Je pense sur la question alimentaire. Donc, est-ce qu'il y a une promotion de l'autoproduction alimentaire? Est-ce qu'il y a quelque chose autour de l'autonomie alimentaire qui est promue? Je redise ou ça va? Non, c'est juste l'autonomisation, effectivement, ça peut être entendu de manière très diverse. Donc, ouais. Et est-ce qu'il y a toujours des distributions de colis? Et est-ce qu'il y a des nouvelles perspectives, du coup? Je peux commencer par cette dernière. Oui, il y a encore des distributions de colis, en grande partie parce que l'urgence, elle est là aujourd'hui. Et donc, que répondre aujourd'hui aux personnes qui viennent avec cette demande d'urgence-là? Donc, nous, on ne dit pas il faut bannir tous les colis, cesser toute distribution. Notre inquiétude, elle est sur une part d'une urgence qui dure et qui s'installe, et sur le fait que, je l'ai déjà dit un peu fort tout à l'heure, mais il nous semble qu'il n'y a pas de réponse structurelle à cette forme d'urgence sociale là. Alors après, comme je vous l'ai dit, nous promouvons des systèmes alternatifs à l'aide alimentaire. Mais pour prendre un sujet concret, il y a environ 150 épiceries au secours catholique, un peu sous toutes ces formes. Depuis qu'on a entamé la réflexion sur l'accessibilité de toutes et tous à une alimentation de qualité, il y a des épiceries d'un nouveau genre qui sont créées, comme à Antony, par exemple, dans les Hauts-de-Seine, ma petite échoppe, qui est une épicerie dans laquelle tout le monde peut venir faire ses courses et s'organiser de telle façon que chacun paye selon ses revenus, 10, 20, 30, 50, 70 ou 100% du prix.
Il y en a une autre du même type qui s'est ouverte à Dunkerque. Il y en a une autre qui va s'ouvrir à Riom. Et un de nos projets, en fait, c'est de voir aujourd'hui comment, en fait, accompagner l'évolution de ces épiceries. Aujourd'hui, on a au niveau national 12 projets d'épiceries qui veulent modifier leurs pratiques. Donc, c'est assez formidable parce que ça veut dire qu'il y a une évolution qui se fait et que ce qu'on porte et la compréhension aussi de l'ensemble des acteurs de la situation fait que on dit en fait on peut plus fonctionner de la même façon qu'auparavant. Et donc, on va prendre l'année là pour réfléchir, voir un peu ce qui se joue dans les épiceries, voir avec nos partenaires qui travaillent dans ce secteur-là aussi comment ils s'y prennent, de telle façon qu'on puisse soutenir en fait l'évolution, mais de manière un peu plus systématique de ce type de dispositif là. Voilà. Et voilà, c'est quelque chose qui va s'accompagner. Ce qui est chouette, je trouve qu'en fait, c'est que même si ces projets sont longs, chacun de ces projets est vraiment une bonne nouvelle dans la période, parce que ça permet aux gens de se réunir, de se retrouver, d'avoir des projets ensemble. Ça fait aussi partie d'un mouvement où il y a, tu l'as dit, il y a une forme de volonté de réappropriation de son alimentation. Il y a des projets de coopératives alimentaires qui se créent beaucoup et dans lesquels la question de comment est-ce qu'effectivement elles sont ouvertes à toutes et à tous se pose, même si c'est pas forcément toujours simple à vivre. Et donc moi je trouve que là il y a un mouvement qui est vraiment chouette, accompagné, beaucoup d'énergie là-dedans. Donc ça, voilà, je voulais dire ce point-là. Sur la collaboration producteur-consommateur, je vais prendre un exemple concret. À Aurillac, par exemple, ils se sont rendus compte que les produits qu'ils distribuaient, ils les retrouvaient souvent dans les poubelles. Et par ailleurs, ils ont vu des paysans qui étaient en grande précarité qui venaient les voir. Et là, on a un problème. Et donc, ils ont pris du temps, Hélène l'a dit, ça prend du temps de réfléchir en fait avec l'ensemble des personnes, toujours avec ce même type de questionnement. C'est quoi le problème? Qu'est-ce que vous vivez? Comment on pourrait répondre à vos besoins? De quoi est-ce que vous rêvez? Qu'est-ce qui ferait que la vie soit un peu plus chouette pour tout le monde? Et ils ont créé ensemble un groupement d'achat qui lie les producteurs et les consommateurs. Et typiquement, l'idée d'arriver à se faire comme ça réunir ces deux mondes-là, parce que on sait bien, les paysans, les agriculteurs vivent trop souvent dans une situation qui est extrêmement dure. Il y a quelque chose aussi de fécond là-dedans et qui nous relie aussi les uns et les autres et qui nous renie à la terre aussi, à la nature. Et ça, c'est une des mentions, je pense, qui est apparue assez fortement pendant la crise. La monnaie locale, la Sumulu Uninat, en fait, c'est l'abréviation de Uni Nature. Et je trouve que c'est chouette, en fait, qu'ils aient trouvé ce terme-là pour dire quelque chose aussi qui répond à une aspiration d'être reliés les uns les autres, d'être reliés à la nature, de lier cette dimension sociale et cette dimension écologique dans des projets aussi concrets que ça. Voilà. Sur la partie autonomisation, je suis un peu court, c'est-à-dire que je vais prendre un exemple. J'aime bien le 18e arrondissement parce que j'y ai travaillé longtemps, Hélène, donc on en reparlera. Mais par exemple, il y avait un groupe de personnes en précarité qui ne se retrouvaient pas dans un des dispositifs qui existaient du Secours catholique là-bas. On a travaillé longtemps pour accompagner sa modification. Et donc, il y a des gens qui se sont engagés dans ce travail d'accompagnement un peu du changement. On a créé des assemblées, ça débattait. Puis, ils trouvaient que ça prenait du temps. Ils ont dit, moi, en fait, nous, on pourrait s'organiser des bouffes ensemble. Et on dit, OK, ça va. Donc, on avait un local, rue d'Aubervilliers, là, derrière Stalingrad, à l'époque. Et donc, ils ont commencé à se retrouver là-bas et ils venaient avec celui qui avait réussi, qui avait fait la manche et qui avait ses 5 €, celui qui était passé à la banque alimentaire avant. Et chacun mettait un peu son truc. Ils faisaient la cuisine ensemble et on faisait la fête toutes les semaines après avoir fait la cuisine. Ce type d'autogestion, par exemple, on la promeut très fort au Secours catholique parce que ça rejoint en fait cette dimension de joie, de fraternité. Chacun y met un peu. C'est pas toujours simple parce que les situations vécues par les uns et les autres sont
sont dures, mais de fait, on soutient le pouvoir d'agir des personnes, mais aussi des groupes. Et donc, tous les groupes qui peuvent se créer sont bienvenus au Secours catholique dans cette dimension-là de justice et de fraternité. Après, sur la question des conséquences de la crise sur les populations, ce qu'on voit arriver, c'est des personnes qu'on ne voyait pas avant. Donc, bon, je ne veux pas refaire, ça a été écrit beaucoup, mais des personnes qui étaient dans des situations avec une forme d'instabilité de revenus qu'on a vu arriver au Secours catholique, et donc avec une forme d'accroissement en fait, de la précarité qui touche des milieux, des situations professionnelles, d'intérim, de CDD, d'intermittents, d'auto-entrepreneurs qui arrivent au Secours catholique et qu'on ne voyait pas auparavant. C'est ça la conséquence la plus importante. Après, on produit un rapport statistique chaque année. On verra l'année prochaine, mais je crains qu'effectivement, ça soit un peu dur et qu'on constate normalement en fait, cette évolution-là en fait, dans les types de revenus des personnes qui viennent nous voir. Merci. Du coup, je vais m'adresser à Cathy maintenant. Il y a une question autour de la place des entreprises par rapport à ces enjeux de justice sociale, entreprises du système alimentaire, voilà, par rapport à un projet comme peut-être celui du Pays Cœur d'Hérault. Quelle est leur place au-delà du don, voilà, au-delà justement du don d'invendu, comment ça peut se faire. Et puis, un petit peu en lien aussi sur la complémentarité finalement entre politique publique et initiatives citoyennes locales. Enfin voilà, comment on articule finalement tous ces mondes et toutes ces manières d'agir et toutes ces échelles finalement de mobilisation en un projet commun. Est-ce que là-dessus, voilà, tu peux apporter quelques éléments? Et il y a une autre question que je suis obligée de te poser n'y a-t-il pas une nécessité de faire évoluer les pratiques des travailleurs sociaux sur les questions d'accessibilité à l'alimentation, peut-être des retours d'expérience à partager? Donc, un volet, on va dire, territorial, coopération entre acteurs, y compris avec les entreprises, et bien sûr les citoyens, les agriculteurs, et puis un volet plus sur le travail social. Alors, par rapport aux entreprises, donc moi je parle pour le territoire, hein, ce que disent les acteurs, c'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est difficile, cette question y compris de la lutte contre le gaspillage, et que en fait, les entreprises de distribution alimentaire utilisent ou accèdent à ce mécanisme sous la pression ou sous l'intervention des élus. Quand c'est les associations qui y vont directement, parce que sur le territoire, les professionnels du travail social et les réseaux associatifs de l'aide alimentaire travaillent en réseau. Et c'est vraiment le bilan qui ressort. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas de lien direct, ou c'est très difficile s'il n'y a pas une intervention des élus. C'est pour ça qu'en fait, sur le territoire, pour les habitants et les acteurs, c'est vraiment de remettre en mouvement le dialogue démocratique et qu'il n'y ait pas un monopole de la décision ou de la construction de la réponse. Parce qu'en fait, là, on voit que même avec une loi, ça ne fonctionne pas nécessairement. Et en même temps, ce qu'on sait au plan général, mais donc il faut que les acteurs, en tout cas de la filière sociale, ont vraiment envie de travailler avec les élus et bien sûr avec les entreprises, c'est de mettre sur la table cette injustice économique, c'est-à-dire que c'est des bénévoles qui vont chercher ce que les entreprises ne peuvent plus mettre dans leur rayon ou à date limite, et c'est pour eux la charge. Et les entreprises, elles ont un double gain. C'est-à-dire qu'elles défiscalisent et en même temps, elles ne traitent pas la question de l'évacuation, entre guillemets, de leur avant-déchet ou de ce qui sera leur déchet après. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment la question, pour le coup, qu'il faut mettre sur la table. Mais c'est la question claire hein, que les gens, en tout cas, ceux qui sont confrontés, ils posent. Donc maintenant, il va falloir organiser le tour de table là-dessus et évidemment
avec les personnes concernées, celles qui disent que ce qu'elles ont à la distribution, c'est indigne, ou il manque de ceci, ou il manque de cela, pour que on croit à l'intelligence collective de ces confrontations, de ces mises ensemble. Dans le temps, oui, avec le temps, on va inventer quelque chose de neuf, quoi. Et il faut s'autoriser à inventer quelque chose de neuf parce que c'est ça l'action collective et c'est la première action politique, c'est une action collective, c'est pas une action d'un individu, hein, voilà. Donc ça, c'est cette question-là. J'ai perdu la deuxième. Le lien entre justement politique publique, mobilisation citoyenne, acteurs du système alimentaire. Bon, je pense que les liens, je viens de les prendre dans cet exemple-là, quoi. Hein. C'est la même chose si on parlait tout à l'heure de la crise du Covid, ce que ça a généré. Bon, pour des épiceries solidaires du territoire, il y a eu une panne d'approvisionnement des circuits classiques, notamment de l'aide alimentaire. Parce que les transports ne sont plus faits. Enfin, il y a eu plein de choses qui se sont arrêtées. N'empêche que ça a été l'occasion de rencontrer des producteurs locaux et d'aller négocier avec eux, des achats, des enveloppes, et du coup de se découvrir mutuellement. Donc, il y a vraiment un travail de concertation, de se parler, quoi. On est cloisonnés chacun dans, alors sûrement une pratique, un savoir-faire ou une pensée. Que c'est mais il faut se remettre en dynamique collective je le disais tout à l'heure, hein, je pense que la question de l'alimentation est un bon moyen. Et du coup, sur les pratiques des professionnels, il faudrait définir qu'est-ce qu'on appelle les pratiques des professionnels, ça, mais je pense qu'aujourd'hui, moi, j'ai mis à jour le fait que de la même manière que les personnes sont empêchées, ont un non-choix dans l'accès à l'alimentation, de la même manière, les professionnels sont empêchés de faire du travail collectif, parce que le travail collectif, ça demande du temps, on fait que le dire depuis ce matin, ça rentre pas forcément dans les cases des dispositifs actuels, c'est pas la commande institutionnelle. La commande institutionnelle, elle est descendante, elle est distributive. Donc, pour changer les pratiques professionnelles, il faut d'abord changer les pratiques institutionnelles. Et pour avoir participé à quelques séminaires de travail, moi, j'ai vu des directeurs d'action sociale, de grands CCAS, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plutôt du côté de ces institutions-là que le mouvement part, même s'il y a quelques départements, mais c'est plus lent. En tout cas, c'est pas partagé. Mais du côté des grands CCAS et peut-être des petits aussi, en tout cas, nous, les 3 gros CCAS du territoire, ils sont partants là-dessus. C'est-à-dire que la question de l'accueil, dont on a beaucoup parlé, ça doit être une posture inconditionnelle, institutionnelle. Et ça, quand même, ça fait chaud au cœur quand on l'entend de la part d'un directeur de politique de la ville ou d'un CCAS. C'est-à-dire que lui, du coup, il fait travailler ensemble, service de la culture, professionnels du travail social, service des personnes âgées, parce que c'est ensemble qu'il faut voir comment est-ce que chaque personne est un ou une citoyenne de la ville. Et du coup, comment elle a accès à ces services et tout ça. Et du coup, après, chacun peut dire « Ah oui, alors dans ce cas-là, moi, ça, je ne peux pas le faire, parce qu'aujourd'hui, si je voulais le faire, ça demanderait ceci, cela. » Enfin, voilà. Vous voyez, et ça demande un travail de restructuration. Et il faut qu'il y ait une volonté, alors là, pour le coup, politique institutionnelle. Donc, moi, je voudrais franchement qu'on arrête de mettre le doigt sur les professionnels du travail social, parce que c'est aussi de l'assignation, quoi. On fait des injonctions, il faut faire ceci, il faut faire cela. Les programmes de formation, on dit, voilà. Mais en fait, moi, pour avoir été responsable de formation, j'ai formé les étudiants et il y a des équipes, il y a toujours des gens qui font du collectif. Mais quand ils intègrent un service départemental ou un service social, CCAS, la première chose qu'on leur demande, c'est d'être dans un bureau derrière et de recevoir du public, quoi. Point barre. Et des temps de concertation et de co-construction entre collègues avec les habitants, ou tout ça, mais ils ne le retrouvent plus. Donc, il faut arrêter de faire le zoom sur la formation. Il faut se dire quelle politique
d'accueil on veut avoir, quelle politique citoyenne on veut avoir, quelle politique d'égalité entre nous tous. Et je trouve que l'alimentation nous éclate au nez et c'est très bien, parce que je voulais aussi revenir sur ce que disait Laurent tout à l'heure, parce que je trouve qu'il nomme très bien comment ils accompagnent les groupes autour de la fraternité, tout ça, mais il y a souvent aussi des débats autour de la santé, tout ça. On a un nutritionniste, là, le docteur Le Cerf, qui dit « S'alimenter, c'est se nourrir, se réjouir et se réunir. » Mais se réunir avant de se réjouir, voilà. Donc, du coup, moi, je le cite tout le temps parce que s'alimenter, c'est pas qu'une assiette avec des ingrédients dedans. S'alimenter, c'est se nourrir, se réunir, se réjouir. Et ça, il faut que quand on parle avec les politiques ou avec les directeurs il faut qu'on puisse dire, voilà, la question de l'alimentation, c'est pas comment est-ce qu'on drive des kilos de patates ou des légumes frais ou des yaourts, c'est effectivement comment est-ce qu'on renoue pour tous, pour toutes, avec ce plaisir convivial, ce moment où on partage des informations, ce moment où on fait politique. Les banquiers républicains, c'était pas des dîners mondains, c'était des banquets populaires politiques. Et ben peut-être qu'on a peur de la politique en France parce que alors il y en a qui ont dit qu'on la voulait plus, mais il y en a aussi qui en ont peur, quoi. Si tout le monde se met à faire de la politique, comment on va s'entendre? Ben mangeons ensemble et je pense que ça va faire avancer les débats. Ah, j'aurais presque envie d'arrêter là, du coup, hein. Le mot de la fin, mais bon, il y a encore quand même quelques questions. Et vu qu'il nous reste 5 minutes, on va en profiter. Il y avait un retour sur finalement le revenu de base comme un levier de lutte contre la précarisation alimentaire. Est-ce que là-dessus, les uns ou une autre pourraient réagir ou... Je sais pas, ouais. Laurent? Ouais. Alors, sur le revenu de base, j'ai pas de position précise, mais en tout cas, sur le fait de dire aujourd'hui, il y a eu une forme de désindexation entre le coût de la vie et le niveau des minima sociaux quasiment depuis la création du RMI, qui fait que les minima sociaux remplissent plus du tout leur rôle. Ça, c'est un truc majeur. Et donc, c'est une question extrêmement importante dans la situation dans laquelle on se trouve. Ce qu'on y ajoute, et ça rejoint pour nous des questions de dignité, c'est que, et peut-être ça rejoint des idées autour du revenu de base, c'est qu'il nous semble que ça doit être un revenu qui soit sans contrepartie. On a fait un travail assez long, notamment avec l'association Equitase, sur ce sujet, à partir notamment de carrefours de savoir avec des personnes en précarité sur les questions de protection sociale. Et en travaillant ces questions-là avec les personnes, en fait, la question de la contribution est revenue fort, mais plutôt sous l'angle que les personnes, il se trouve que pour vivre, en fait, on a besoin de se nourrir, on a aussi besoin de se sentir utile. On a besoin d'être en lien avec d'autres. Et donc, il y a une espèce de préjugé qui va peut-être rejoindre ce que disait Cathy tout à l'heure, avec une forme d'injonction à ce que les gens se bougent comme si les gens ne se bougeaient pas. Or, le constat qu'on fait nous, mais quels que soient les sujets, sur les questions de mobilité, sur les questions d'alimentation, sur les questions de travail, les personnes en galère, c'est des héros du quotidien, c'est des marathoniens. Et donc, on défend cette idée-là en disant, OK, en fait, il faut qu'on mise sur... la dignité des personnes et donc faire en sorte qu'ils puissent juste survivre. Et de cette façon-là, si les gens sont quand même un tout petit peu assurés de leur survie, alors ils peuvent être aussi dans d'autres formes de perspectives et autre chose. Faisons-leur confiance, faisons-nous confiance dans cette capacité à faire société. Ne soyons pas dans le jugement qui fait que sur le RSA, par exemple, si vous ratez une obligation ou une autre, vous passez devant des conseils qui peuvent faire en sorte que vous perdez tout ou partie de votre RSA, sachant que c'est déjà un revenu de survie. Voilà. Merci. Je crois qu'on arrive un peu sur la fin. Je ne sais pas, Hélène, si tu voulais réagir à une chose ou une autre. Oui, c'est vrai que nous, par rapport à Quartier Libre et notre manière de faire avec le collectif, et puis c'était de se dire aussi, j'entendais par rapport au revenu de base, on voit bien que en attendant le revenu de base, en attendant la sécurité sociale de l'alimentation,
c'est vrai que nous, on a un peu forcé les assos aussi à avoir des chèques, à avoir de l'argent, parce qu'on voit bien que c'est ce choix, enfin d'avoir accès au choix d'abord. Après, la qualité alimentaire et la nutritionnelle, ça vient après, mais en tout cas déjà, ne serait-ce que cette dignité d'avoir le choix de son alimentation, et ben, c'est très important. Donc le revenu de base, oui, évidemment, avec un grand oui, nous on le prône aussi, mais déjà, si les personnes avaient accès toutes à des chèques plutôt que du don, hein, je vais parler de don, ben, on serait bien content parce que on voit bien, bon, on voit bien aux distributions, hein, auxquelles on participe aussi, parce qu'on s'entraide aussi. Et ben, c'est que les échanges, ça se monnaie après. Il y a des tensions après, hein, les colis se revendent, s'échangent. Bon, quand c'est de l'échange, c'est super, mais quand ça se revend, ben, c'est dur. Elles ont besoin d'argent pour s'acheter ce qu'elles veulent. Donc ça, c'est un peu dur à voir, mais c'est comme ça, hein, c'est les pratiques qui se font. Donc effectivement, ça lisserait un petit peu, peut-être ça apaiserait un peu de. Et par contre, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'était très compliqué parce qu'il y a par rapport aux travailleurs aussi, enfin les logiques dans le travail social et dans l'accueil dans les hébergements d'urgence, c'est vrai qu'il y a parfois des postures de travailleurs sociaux qui disent aux gens, mais non, n'allez pas grossir les rangs des distributions, en fait, parce que vous avez reçu un chèque. Mais en fait, le problème, c'est que elles ont ces chèques, ils ne sont pas très conséquents non plus. Donc, et pour les personnes qui sont issues en situation d'exil, notamment, les denrées exotiques, ce qu'elles veulent manger coûte cher. Donc, il y a toute cette problématique aussi. C'est compliqué, en fait, hein, c'est vraiment de comprendre le système alimentaire en soi, c'est très compliqué, et de le faire comprendre aussi aux uns et aux autres que de choisir sa nourriture, bah, ça passe déjà par cette dignité-là. Laurent en parle tout le temps et en fait cas. Et c'est vrai que pour nous, un revenu de base, ça serait limiter la casse déjà, une sacrée casse au niveau des gens qu'on rencontre, quoi. Et merci. Pauline, oui. Si je peux ajouter, c'est que, enfin, on parle toujours de revenu de base du côté des personnes qui le toucheraient, mais dans le programme accessible dont je parlais tout à l'heure, il y a des témoignages de personnes qui sont organisées, c'était sur Brest, qui disent « Mais moi, je ne savais pas qu'avec mon choix d'achat, je participe au maintien d'un maraîcher ou voilà, à une régularité. » Donc, enfin, voilà, je crois que si on fait circuler pour tout le monde, pour tous, quoi, pas que pour une catégorie. Et c'est cette logique qu'il faut remettre sur le devant de la scène et pas il y a pour, il y a contre, enfin, bon, Oui, voilà. Et je n'ai pas cité, alors je vous le dis peut-être, mais comment elle s'appelle? Joëlle Zas, qui a travaillé sur les formes démocratiques de la participation et qui dit que la participation, c'est à la fois prendre part, contribuer et bénéficier. C'est les trois ensemble pour tout le monde. Et que le problème dans notre société aujourd'hui, c'est qu'il y a peu de gens qui ont les trois ensemble. Il y en a qui sont que sur un aspect et ça doit circuler. Voilà. Et ça, vous voyez, je trouve que c'est important qu'on ouvre nos têtes pensantes, quoi. Absolument. Je vais devoir conclure. Déjà, je vous remercie vraiment pour la qualité de vos interventions. C'était vraiment très intéressant. Je pense que tout le monde a pu en profiter. Voilà, en 2 minutes, qu'est-ce qu'on retient? Bon, bah, plein de choses, parce que ça a été quand même assez dense. Mais voilà, ce temps de la mobilisation, ce temps de l'accueil, ce temps de la rencontre, cette prise de temps absolument nécessaire pour plein de choses, que ce soit avec les personnes en situation de précarité, mais aussi plus largement à l'échelle d'un territoire. Cette question de la coopération et de l'intelligence collective, avec cette dimension politique derrière, avec cette idée qu'on a un système à changer et qu'effectivement, on peut pointer tel problème, tel dysfonctionnement à tel endroit, mais qu'il y a bien cette institution dont a parlé Cathy qui a à faire bouger aujourd'hui et qui va nécessiter un engagement assez fort et très, très, très collectif pour le coup. Cette échelle territoriale qui est vraiment ce lieu où ça peut se jouer, où ça peut se faire, où il y a des possibles. Et puis où on peut sortir un peu de notre frilosité là, à ne pas agir et à rester et à attendre un petit peu que ça passe, avec tous ces enjeux de reconnexion, production, consommation, rapport à la terre. Enfin voilà, je pense que ça a été largement dit aussi.
revenir sur cette idée de démocratie sociale. Enfin, c'est-à-dire que oui, la démocratie n'est pas achevée. La démocratie, c'est pas juste le droit de vote, c'est toute cette voilà, tout cet enjeu de la participation à partir de là où on est dans notre activité sociale et de la contribution qu'on peut avoir les uns les autres, quel que soit notre pardon. Légitime de chacun et chacune. Absolument. Parler parler d'économie, parler d'injustice économique, parler de défiscalisation, parler de tout ce système en fait de dons, d'anti-gaspi qui vient parfois un peu percuter finalement les enjeux dont on a parlé aujourd'hui autour de la dignité et de la citoyenneté. Et puis voilà, redonner toute sa place à l'action collective, à l'action politique au sens large du terme. Je pense que c'est un peu le message qu'on peut retenir. Et puis, je suis obligée de finir avec se nourrir, se réunir, se réjouir. Et quand même, ça me paraissait plutôt pas mal pour terminer. Voilà, donc merci à toutes et à tous. Merci aussi aux participants d'avoir enrichi le débat avec toutes les questions très pertinentes qui ont été posées. Et donc, je passe la parole maintenant à Maïlan qui va nous présenter son dessin, sa synthèse en dessin. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour vos propos. J'ai découvert et appris plein de choses. Et donc, c'est un certain plaisir d'essayer de représenter une synthèse de vos projets et de vos idées. Alors, je présente dans le désordre parce que je me suis mal organisée, que je suis un peu plus de cours. Je vous présente en fait en essayant de vous donner des axes, comment en fait pour essayer de représenter par un schéma des idées. Il y a des idées qui sont plus facilement représentables que d'autres spontanément. Donc, par exemple, cette idée, alors d'ailleurs, je vais la compléter en direct, qu'il y a, alors ça c'est suite aux États généraux de l'agriculture et de l'alimentation durable, à l'intervention de Cathy Bousquet, où elle a une phrase qui dit il y a une perte de lien tout au long de la chaîne alimentaire. Donc là, j'ai dessiné un producteur agricole et son produit. Donc là, j'ai fait des haricots verts en espérant que j'ai à peu près bien dessiné la plante, ce n'est pas sûr. Comment cet haricot vert, en fait, arrive finalement ici dans une boîte de conserve qui est achetée par une consommatrice. Voilà, et donc, tout au long de cette transformation d'aliments, il y avait donc cette perte où l'agriculteur ne sait pas ce que devient son produit, qui va le déguster, le manger, et puis la personne qui l'achète ne sait pas d'où ça vient. Et pourquoi? Parce qu'il y a un dispositif qui est complexe, qui est un dispositif, de ce que j'ai compris, le fonctionnement en fait, qui touche aussi bien à de la politique, à des subventions, à des plans agricoles, etc. Et elle a eu cette phrase qui est, Cathy Bousquet a eu cette phrase aussi qui est l'idée de passer d'une organisation de l'après-coup à une politique de l'avant-coup. Et ce qui est amusant, c'est que moi j'avais entendu de l'avant-goût. Donc du coup, j'ai dessiné aussi cette idée de l'avant-goût. Qui serait que pour aller vers une transformation, un petit peu comme quand on se prépare à manger quelque chose, il faut avoir un avant-goût, et que ça peut être une odeur, ça peut être un plaisir, voilà. Et donc, il y a cette idée d'apprécier l'avant-goût pour pouvoir se transformer. Je vous fais une autre synthèse, et de toute façon, comme j'ai énormément de dessins qui ne sont pas finis, et bien, je vous les retrouverai aussi. Alors, je regarde s'il y en a un qui est plus... il y a des dessins qui sont plus, comment on peut appeler ça, illustrés facilement que d'autres. Ah oui, celui-ci. Alors, peut-être je vais vous en faire deux. Donc, il y a celui-là, qui est très simple, qui est vraiment l'idée du banquet, en fait. Donc, j'aime bien cette idée de banquet. C'est la notion de convivialité, de fraternité à travers le repas. C'est quelque chose qui avait déjà été dit dans... les précédentes rencontres, voilà, donc c'est vraiment agréable de se rendre compte qu'il y a des idées transverses au thème de la justice sociale, au thème de l'alimentation durable en général. Et puis, il y a cette idée, graphiquement, qui est du temps. Et cette idée du temps, alors là, je vous la présente parce que j'aime bien la métaphore visuelle utilisée. Donc, l'idée que pour créer, en fait,
de la convivialité pour créer du lien entre les gens, il faut du temps. Donc là, on a du temps qui se transforme en petits cœurs. Et ça me fait penser à une autre métaphore que je vais faire en dessous, qui est l'idée que pour préparer un plat, il faut le faire mijoter des ingrédients ensemble. Et donc, pareil, ça demande du temps. Voilà pour ma synthèse idéale du jour. Merci beaucoup. Et je crois que c'est Clément Chessou qui reprend la parole. Tout à fait. Alors, merci infiniment aux intervenants ce matin. Merci Pauline pour l'animation que tu as assurée avec brio. Merci à Hélène Tevera, à Cathy Bousquet et à Laurenceux. Et merci également aux étudiantes Marie et Maëlys du master IPAD. C'était extrêmement riche. N'hésitez pas à nous dire avant que les ateliers démarrent dans le chat ce qui vous a le plus interpellé, finalement ce que vous allez ramener de cette matinée chez vous, et ce que vous allez pouvoir partager aussi avec d'autres. Il y a eu beaucoup de choses très très riches et très belles qui ont été dites. On a parlé de l'importance fondamentale de tisser des liens finalement, et puis de la possibilité que vous illustrez tous et toutes de dépasser les logiques du don qui restent nécessaires face à l'urgence, mais d'aller vers l'accueil, vers le faire avec. Voilà, et de dépasser aussi les postures de sachants et de bénéficiaires pour une tâche travaillée en impliquant tous les habitants. Finalement, on est tous habitants de ces territoires, et on est tous habitants des solidarités aussi qu'on peut créer. Et puis un autre point qui est cher à la fondation, c'est aussi la possibilité qui a été montrée de s'ancrer dans les transitions aussi agroécologiques qui se font dans les territoires. Donc on voit que on peut et on sait aujourd'hui faire d'une pierre beaucoup de coups par des coopérations avec les producteurs, avec les services sociaux, avec d'autres acteurs. C'est ce qui se fait donc à Soumoulou, à Aurillac et à la Goutte d'Or. Il y a une richesse locale qui est exploitée et à regarder de très près aussi pour repenser et faire continuer à faire vivre cet héritage social qui a été évoqué au début de la session, et avec bien sûr en toile de fond l'enjeu très politique, mais très fédérateur aussi, de faire grandir notre démocratie en donnant un nouveau souffle aussi aux valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, et un sens toujours plus fort. Donc merci pour ces témoignages. En tout cas, ça montre qu'aujourd'hui on a beaucoup de possibilités pour agir, et que ces logiques-là, elles sont déjà beaucoup d'acteurs localement qui ont su les réinventer. Je vous communique simplement les prochains rendez-vous de ce second temps des rencontres. Mardi prochain, on se retrouvera pour parler d'enjeux de santé globale et des liens entre santé environnementale et santé humaine. Le jeudi 11 février, on discutera des outils qui permettent de financer les transitions, de beaucoup là aussi d'innovations qui pourraient être déployées plus largement. Et le mardi 16, nous clôturons ce second temps des rencontres avant d'attaquer le troisième et dernier par des réflexions sur comment penser autrement l'économie des systèmes alimentaires, donc autour de l'économie sociale et solidaire évidemment, mais aussi des biens communs et d'autres cadres qui nous permettent là aussi de penser de nouvelles approches. Nous avez maintenant rendez-vous avec cinq projets qui vont permettre d'aller encore plus loin que les débats de ce matin. L'idée est de pouvoir vous permettre de les rencontrer et d'échanger avec eux. Alors donc ces cinq acteurs qui ont bien voulu se prêter au jeu. Donc il y a le projet de la dignité dans les assiettes qui est mis en œuvre par le Pays Terre de Lorraine avec l'association ATD Carmonde. Là aussi une belle coopération, et qui vous sera présenté par Benoît Guérard et Huguette Boissonnat. Le projet de la sécurité sociale alimentaire qui a été évoqué ce matin, une idée assez révolutionnaire qui vous sera présentée par Mathieu Dalmet d'Ingénieurs sans frontières à Grista. Également, alors
en amont de la distribution des aliments, mais il y a toute une chaîne aussi qui peut être à penser. Et du coup, on propose de découvrir une démarche de coopération entre acteurs de la solidarité visant à mutualiser la logistique de l'approvisionnement alimentaire à Marseille. Ça sera présenté par Juliette Pérez de Fablim. Également, vous avez la possibilité de rencontrer et de découvrir les brigades culinaires qui sont portées par la Tablée des chefs, qui sont un programme d'éducation à destination des jeunes de 11 à 15 ans dans les collèges de quartiers difficiles et qui permettent là aussi de penser le pouvoir d'agir des personnes. Donc ça vous sera présenté par Vincent Brassard et Julia Collin. Et enfin, on a aussi évoqué ce matin le projet Accessible, qui a été porté notamment par le réseau CIVAM en coopération avec beaucoup d'autres acteurs. Et du coup, Jean-Claude Balbo, administrateur du réseau CIVAM, vous présentera notamment l'outil d'autodiagnostic qui a été développé dans le cadre de ce projet et qui est un outil d'animation pour les initiatives de terrain qui permet aussi d'initier les réflexions sur ces sujets sur la base d'un diagnostic participatif. Vous avez normalement reçu par mail les liens pour rejoindre ces ateliers. Donc, les ateliers s'organisent en 2 sessions, une à midi et une à midi et demi. Donc, ça vous permettra à chacun de découvrir au moins 2 de ces démarches. Et je vous rappelle que pour celles que vous n'aurez pas l'occasion forcément avec lesquelles vous n'aurez pas l'occasion d'interagir ce matin, vous pouvez retrouver sur le site de l'événement les fiches qui vous redonnent les contacts des acteurs qui les portent et tous les détails sur ces initiatives. Donc, on vous donne rendez-vous à midi précise pour le début de ces ateliers et on vous laisse d'ici là 10 minutes pour souffler les uns et les autres. Merci encore à tous et on vous dit à très bientôt. Merci. 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 Merci beaucoup. C'était très intéressant. Merci de cette rencontre. Merci beaucoup.